Salut tout le monde, on est déconfiné, on revient pour un épisode consacré à la G-League Ignite. Vous savez, cette nouvelle équipe qui est censée développer des jeunes talents et leur éviter de passer par la case NCAA, leur faire toucher un salaire, contrairement à NCAA, et les développer pour arriver à la draft NBA. Il y en a 4 qui sont candidats à la draft 2021. On va donc en parler. Il y en a notamment 2 qui sont attendus dans le top 10 de cette draft. Donc c'est le moment de faire des scouting reports et de voir comment on peut les projeter. Ça sera aussi l'occasion de faire le bilan de cette équipe jeune de G-League, la G-League Ignite Team. Est-ce que c'est un bilan positif? Évidemment, l'avenir le dira, mais on va déjà se projeter et faire notre bilan à nous de ce qu'on a pu voir, même si, évidemment, il y a eu très peu de matchs. On en reparlera. Alan et Ben sont prêts. Envergure, nouvel épisode, c'est parti. Bonjour, messieurs. Monsieur Berthaud, mes hommages. Salut Alex. Comment ça va? Vous êtes tous les deux éliminés de playoff NBA, donc vous êtes frais et dispo pour la draft, c'est ça? Toutes les deux en 5 matchs. Ouais. C'était pas la même adversité, mais c'est la même. Oh, allez, là, fais pas ton salaud, là. Allez, vous avez évité le sweep tous les deux. Nous, au moins, on a encore notre entraîneur, là. Oui. C'est vrai. Mais il est toujours là, le nôtre, hein, mais Exactement. il est plus entraîneur. Allons. Revenons à nos moutons. 4 prospects, Jalen Green, Jonathan Kuminga, Isaiah Todd, Daishen Nix. Voilà les 4 noms dont on va parler aujourd'hui. Nous allons commencer avec celui qui est projeté le plus haut de ces 4. C'est Jalen Green qui fait partie du top 4 consensuel, on va dire, avec Kate Cunningham, avec Evan Mobley, avec Jalen Suggs. Du top 4 un peu consensuel quand on lit toutes les différentes mock drafts ou les différents big boards. Alors, vous pouvez aller vous mettre sur notre site envergure.co et aller sur les fiches de chaque joueur. Ça vous permettra à la fois d'avoir les mensurations et puis d'avoir les points forts, points faibles, puisqu'on a fait des scouting reports pour chacun de ces joueurs. Donc Jalen Green, c'est moi qui m'en suis occupé. 19 ans. Il aura 20 ans. Non, il aura 20 ans l'année prochaine. C'est un 2002. 1m96, pardon, 80 kilos. Je pense que c'est pas tout à fait à jour. Il doit peser un petit peu plus, même si il est monté fin, comme dirait Romain. On salue. Et voilà, un scoreur explosif, un premier pas exceptionnel, quelqu'un qui peut créer pour soi. Qui est excellent dans le jeu de transition, qui doit encore apprendre à créer pour les autres et bien sûr se renforcer musculairement. Voilà pour le profil général. Pendant que je cherche les stats que je n'ai pas sous les yeux, Ben, qu'est-ce que tu peux me dire de Jalen Green et du rôle qu'il avait dans cette équipe de G-League? Jalen Green, c'est un athlète phénoménal d'abord et avant tout. C'est un jeune homme très c'est un prospect qui était très en vue. C'était une des pierres angulaires de l'attaque de l'équipe en G-League, porteur de balle. On le jouait beaucoup en pick and roll, on jouait beaucoup pour lui dans le fond. Bon tireur. Pas un tireur excellent. Moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, justement, c'est son premier pas absolument incroyable, sa capacité à battre son homme de vitesse pour aller au panier. Ce qui me gosse un peu plus, ce qui me dérange un peu plus avec lui, justement, c'est qu'il est monté fin. Et pour cette raison, le contact au panier et l'efficacité en la finition au cercle, c'est un peu plus difficile. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Je crois qu'il a un avenir absolument de très, très haut niveau en NBA. Stats sur 36 minutes, les stats bruts, on les donne, même si on les prend toujours avec des pincettes, évidemment, 20 points sur 36 minutes, puisque en réalité, il en jouait 32, donc il avait quand même pas mal de temps de jeu. C'est lui qui avait le plus gros temps de jeu de l'équipe, si je ne m'abuse, 20 points. Un peu moins de 5 rebonds, 3 passes décisives, 1,7 interceptions et quasiment autant de balles perdues que de passes décisives. Ça va être important, j'imagine, pour vous pour la suite,
puisqu'il est à 3 balles perdues par match. En revanche, 36,5% à 3 points, 83% au lancer franc, 46% au tir au total. C'est plutôt bien. C'est même plutôt très encourageant pour quelqu'un qui finalement, Alan, a affronté des joueurs plus forts qu'en NCAA et qui s'en est sorti avec une efficacité, ma foi, très bonne, puisque le true shooting, le TS percentage, est à plus de 60%, 61,3%. Ouais, franchement, ouais, je me rappelle quand on avait appris qu'il allait en G-League, peut-être que certains, on en avait parlé, avaient peur que ça se transforme peut-être en une parodie de basket et que Jalen Green fasse ce que Jalen Green faisait en high school, c'est-à-dire qu'il est tous les ballons, qui croque un peu. Il avait cette réputation-là, il a toujours un peu de croqueur, de joueur qui prend pas mal de tirs. Et c'était vraiment le développement qui devait se mettre en place dans la bulle G-League. Euh, C'était un peu sur le reste, son jeu offensif. En fait, s'il avait été moins adroit et qu'il avait développé sa palette, ça aurait été, j'aurais trouvé ça très bien déjà. Il a été adroit et je trouve que sa palette s'est un peu développée dans le jeu pour les autres. C'est mieux que ce que les stats ne le démontrent selon moi. Donc ouais, franchement super super positif. Et un joueur, oui, franchement le tir, avec les tirs qu'il prend, est à 36% à 3 points. Plus de 80% dans ses fronts à son âge, ça veut dire qu'en termes de forme, en termes de gestes, ça va même très très bien. Et, c'est top. Comme ce que j'avais juste mentionné avant sa saison, on l'a pas malheureusement encore trop vu prendre beaucoup de catch and shoot parce que de facto il avait un peu le ballon dans les mains. Pour ça, il faut aller voir le film de Team USA. Là où en catch and shoot c'est un peu moins bon que le sortie dribble, mais c'est normal parce il a toujours fait plus de sorties dribble dans Il sa a vie. toujours eu le ballon entre les mains. Maintenant, est-ce que Jalen Green, la question c'est, est-ce que pour vous c'est l'option numéro 1 potentielle d'une bonne équipe, une équipe à peu près playoffable? Pas demain, hein, pas en année 1, mais dans 3, 4, 5 ans. Oui, mais il faut bâtir autour. Il faut complémenter ses forces, puis il faut pallier à ses faiblesses. C'est un joueur qui va toujours prendre beaucoup de tirs, qui va toujours être au milieu. Même s'il s'améliore comme passeur, il va toujours être au milieu de l'action offensivement. Donc, il faut vraiment bâtir autour de lui. Il faut lui avoir des joueurs qui jouent près du cercle pour aller chercher des rebonds offensifs. Il faut des joueurs qui sont très bons, très rapides, avec la gâchette très rapide en catch and shoot pour le sortir de problème si la possession s'écroule. Il faut bâtir autour de lui. Ce n'est pas un joueur qui s'insère très bien dans un effectif déjà bâti puis qui fonctionne déjà bien. Et donc, si tu regardes le haut la loterie n'a pas encore eu lieu, évidemment, alors on enregistre. Si tu regardes les équipes qui ont le plus de chances d'avoir les choix du haut du tableau, est-ce qu'il y a des équipes chez qui tu mettrais un petit drapeau jaune, en tout cas, où tu te dirais, ça va peut-être pas trop le faire s'il va là-bas? Les Wolves. Les Ouais, Wolves? Ouais, c'est un peu Anthony Edwards en moins puissant. Comme toutes, quoi, malheureusement. les Wolves, Sacramento, je suis pas sûr non plus qu'il va y avoir une construction assez solide là-bas pour le complémenter. Moi, je le verrais très bien aux côtés d'un Shai Gilgeous-Alexander à OKC. Ah, ça c'est intéressant. Et je pense à peu près la même chose. Tu vois, à OKC, en plus à côté de Shai et à côté de Lugensdorf, qui serait aussi capable de prendre des postes 3 défensivement, parce que Green, alors moi ce que j'ai aimé, c'est que même s'il est fin, je trouve qu'il accepte très bien le contact. Il y va et il est capable parce que aussi il est très très athlétique, donc il peut prendre le contact et toujours être en l'air, et du coup comme il est quand même très gainé sur le haut, terminer tout de même au cercle. Et même défensivement, je trouve qu'il rechigne pas, il a pas peur, quoi. Donc ça c'est quand même un point assez positif. Alan, dans quel genre, pas dans quel genre de système précis, mais quelles sont les situations idéales
pas en termes de roster, mais vraiment sur le terrain, dans lequel tu pourrais le voir évoluer en année 1 ou 2 afin de le faire progresser et surtout de tirer la quintessence de ses qualités pour le moment. Déjà, il vaut le risque de super-héros, même si tu crois pas, peut-être pas que tout peut bien faire. Il a trop de potentiel, je pense qu'il faut le dire aux gens. Il a trop de potentiel pour le laisser descendre dans la draft. Oui, oui, oui. Ou pour dire ah oui, mais peut-être qu'on préfère un autre. Ce mec-là, franchement, offensivement, il a trop de potentiel. Euh, je pense qu'il faut un rôle. C'est toujours un bon débat. C'est le débat qu'ont eu les Wolves un peu avec Edwards en fait en début d'année. Eux, ils se sont dit au tout début, ils se sont dit, mais en fait, Edwards a jamais vraiment joué off-ball. Et si on le met dans le 5 avec Russell et Towns, il sera off-ball, donc on préfère le faire sortir du banc pour qu'il ait le ballon. Hum. Résultat, c'était pas tout le temps très bien. Et puis finalement, le nouveau coach est arrivé. Et puis il a décidé de mettre quand même Edwards avec les meilleurs joueurs de l'équipe en quelque sorte. Et là, ça allait mieux, ça lui a permis de diversifier un peu sa palette. Je pense que Green, comme tu l'as dit, pour le voir off-ball, il faut le voir. Faut pas regarder le lycée, faut pas regarder la G League, faut regarder Team USA. Donc c'est vraiment un petit échantillon. Je pense qu'il faut une équipe où il aura le droit de faire des erreurs, le droit de perdre des ballons, où il aura, comme l'a dit Ben, des shooters dans les coins. Les porteurs de balles aujourd'hui qui jouent du pick and roll, il faut leur mettre, ce qui est bien, soit un pivot qui est utilisable sur pick and pop, soit un pivot qui peut attaquer fort le cercle après la pause du pick and roll, et puis deux shooters dans les coins. Mais de toute façon, à NBA, tout le monde a des shooters maintenant, donc je pense qu'en fait, il n'y aura pas vraiment il n'y aura pas de mauvaise situation pour faire un mauvais jeu de mots cinématographique français. Mais je suis pas fan de ce qu'a fait le Minnesota avec Edwards au début. Je pense qu'en fait, Green, s'il arrive à Orlando, s'il arrive à Houston, s'il arrive à, je sais pas, il y a qui d'autre qui est très haut dans cette draft? Il y a OKC, comme vous l'avez dit. OKC, c'est un peu différent parce que Shea, c'est un All-Star. Donc, il sera un peu en deuxième porteur de balle, ce qui peut être bien aussi. Mais je pense qu'on va lui donner de quoi faire des erreurs, de quoi faire ses gammes. Ce qui est sûr, c'est qu'il a beaucoup trop de potentiel athlétique et offensif pour le laisser descendre Oui. dans une draft. On peut déjà s'avancer en disant qu'il sera parti après le top 5, sauf s'il y a un pépin médical dont on n'a pas connaissance pour le moment, qui apparaît pendant le processus pré-draft. Je vais juste compléter avec ce que j'avais noté dans le scouting report au niveau de son état d'esprit, passionné vraiment par le basket depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui est énormément suivi depuis plusieurs années et qui est quand même parvenu à rester tout en haut, à confirmer à chaque fois les attentes qu'on avait en lui. C'est-à-dire que on en voit beaucoup des prospects qui à 15 ans sont attendus comme top 10 lycéens et puis finalement sortant du lycée ils sont plus que dans le top 50 et puis finalement ils finissent à peine pro. Jalen Green, tout le monde l'attendait très fort et il est devenu très fort et il est loin d'avoir atteint son potentiel et c'est parce que il adore jouer. Il adore jouer et il a envie de progresser, il a un peu l'état d'esprit, j'ai envie d'être le meilleur dans n'importe quelle équipe pour laquelle je joue et sur n'importe quel terrain où je me trouve. Donc je trouve ça intéressant. Il y a beaucoup de comparaisons avec Zach Lavine, comme vous dites. Évidemment sur le profil c'est très similaire, très athlétique, très explosif, un peu égoïste dans son jeu, en tout cas pour le début de la carrière, il y a eu de la progression chez Lamy Lavine, mais il faut le dire quand même, Green a un niveau peut-être 2 fois supérieur, je sais pas si ça veut dire grand chose, mais vraiment extrêmement supérieur à celui qu'avait Lavine en sortant de UCLA, puisque c'est là-bas qu'il est. Lavine était 6e homme à UCLA. Ouais. Il était même pas titulaire en NCAA. Ah bon, alors là, Green, de toute façon, il allait être titulaire en Ignite, vu le besoin qu'avait la NBA, que cette équipe réussisse aussi. Hein.
et que ses prospects réussissent, mais il a su montrer qu'il le méritait. Ben, est-ce que t'as quelque chose à ajouter sur Jalen Green? Non, sinon que j'aime bien le fit à Houston, qui ont absolument tout à reconstruire et qui pourraient justement reconstruire une équipe autour d'un joueur électrisant qui pourrait mettre des popotins dans les sièges. Avec Kevin Porter Jr. Ben ouais, Incroyable association. on s'entend que Kevin Porter Jr., s'il cause problème, il va partir jouer en Chine. Bon, en tout cas, juste je vous le dis par rapport à la finition au cercle, 70%. Ouais. Moins Il absorbe bien le contact, hein, tu l'as bien mentionné, mais... Et de toute façon, quand il saute, moi je trouve qu'il évite super bien les protecteurs de cercle des fois. Parce il a un corps pas élastique, mais il arrive à... il est ultra spectaculaire quoi, dans toutes les finitions, main droite, main gauche. Il a un très long saut horizontal. C'est une particularité que j'avais remarqué chez lui, ce qui lui cause justement de bien éviter au cercle. Horizontalement, il saute très très loin. Non, il est très efficace près du cercle et loin du cercle et à mi-distance. Et ben, écoutez, c'est pas si mal que ça. Moi, j'y crois dur comme fer. Hein. Ouais, moi aussi. Moi, vous l'avez combien sur le top 4? Pour vous, est-ce qu'il est dans le même panier que Cade Cunningham? Non, mais Non. il est juste en dessous. Il est dans le deuxième panier de ta draft, dans le deuxième groupe de joueurs? Ouais. Oui. Alan aussi? Ouais, pareil. Ok. Donc après, évidemment, on va parler comme ça, je préviens pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on va parler en termes de groupe de joueurs parce que le soir de la draft, si on a deux joueurs dont on estime qu'ils sont dans le même groupe, après ça va dépendre un petit peu de la situation dans laquelle il va tomber. Donc moi aussi, je pense qu'il est dans mon deuxième groupe et je suis à deux doigts de me dire qu'il est presque dans mon premier groupe. L'année dernière, il aurait été numéro 1 chez moi, par exemple. Ah ouais? Ouais, moi aussi. Ouais, moi, il aurait été dans le même groupe que Edwards, mais pas au-dessus. Je pense qu'il aurait été vraiment dans le groupe avec Lamelo. Ouais, je pense. Mais en tout cas, Jalen Green est évidemment un prospect à suivre et dont vous entendrez parler et que vous verrez énormément puisqu'il va péter des énormes dunks sur la tête des gens l'année prochaine. Qui a fait le scouting report sur Jonathan Kuminga? Il me semble C'est moi. C'est Alan. Alors je t'en prie, Alan. Jonathan Kuminga, s'il te plaît. Jonathan Kuminga, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est plus jeune que tous les autres parce que donc il est né au Congo. Il est arrivé aux États-Unis pour jouer au basket quand il débutait son adolescence, en quelque sorte. Donc quand il avait 14 ans. Ouais, il débutait son. Je sais pas comment, c'est pas l'adolescence, ça commence, quel âge ça commence. Si, c'est bien, t'as débuté adolescent, c'est pas mal, 14 ans. C'est ça. Donc il arrive aux États-Unis, il a fait pas mal de lycées différents dans différents États, notamment dans les États de New York. Et puis ensuite, il avait pas mal d'offres pour être dans la promotion 2022 donc de lycéens, de draft, mais il a réussi à se reclasser et donc à partir en G-League parce en termes d'âge, pour se présenter à la draft, ça allait. Il y avait des offres de tous les meilleurs programmes, hein, les Duke, Kentucky, tous les Blue Bloods qui existent. Et puis, il a décidé d'aller en G-League. Il était titulaire en G-League. Il a été blessé malheureusement. Il a joué que 13 matchs pour un total de 426 minutes. Donc c'est petit, mais au moins on peut regarder beaucoup de ces minutes, quoi. On peut aussi le voir un petit peu en high school. Et c'est un ailier. C'est un poste 3-4 extrêmement athlétique, je trouve. C'est un athlète que je trouve assez rare pour son poids, pour sa taille aussi. Il fait un peu plus de 2,6 m, il fait quasiment 100 kg. Et c'est un vrai prospect parce que en termes de corps et en termes de potentiel sur les ailes, une chose rare dans la ligue et très recherchée, on peut se dire que ce joueur-là, si tout marche bien, il peut devenir un joueur dominant sur ce poste-là, ce qui est plus valuable qu'un joueur dominant aux autres postes en fait. Ben, Kuminga, on en parlait un peu avant l'émission, toi tu as des doutes? Oui, j'ai des doutes parce que justement, c'est un joueur, si on veut un allié dominant en NBA, il faut qu'il sache shooter. Et moi, le shoot de Jonathan Kuminga, tel qu'il est pour l'instant, j'achète pas du tout.
Si vous êtes des amateurs de mécanique du shoot, allez voir sa mécanique de, de lancer franc. Aucune jambe dedans. Il n'y a pas de hop, il y a pas de. Les jambes sont raides, raides, raides quand il finit de lancer. Il tire uniquement avec le haut de son corps. Je pense que ça s'est traduit dans ses pourcentages aussi cette année. Moi, je crois que ça cache une blessure parce que je veux dire, ce shoot-là est ridiculement débalancé. Il shoot avec la main dans le visage aussi, donc il se bloque la vue. J'achète pas du tout. On en parlait avant le podcast. Moi, le joueur que je vois quand je regarde Jonathan Kuminga, c'est Aaron Gordon. Je veux dire, oui, Aaron Gordon, c'est un joueur qui apporte de la valeur au NBA, mais est-ce qu'on veut parier sur lui avec un choix top 10? Alan, est-ce que tu achètes ce shoot? Parce que là, ça va être un peu la grosse question. Ouais. Voilà. Les stats sont ce qu'elles sont. 24% à 3 points sur 65 tentatives, 62% lancé franc sur 48 tentatives. C'est pas bon. C'est pas bon pour un... Moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est que il a déjà commencé à poster des vidéos où il met des 3 points en catch and shoot pour montrer aux gens qu'il s'est tiré. Oui, quoi. il a déjà compris que ça pouvait être ça qui faisait débat dans son processus pré-draft et il veut montrer que... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que bon, on rappelle que ça ne prouve rien du tout. Hein. Non. Il y a des joueurs de N2 qui mettent 25 3 points de suite assez facilement. Complètement. Calme. Non, moi j'achète pas son tir. J'achète pas son tir. Tout le monde dit souvent, beaucoup de gens disent que le tir, ça s'apprend peut-être plus facilement que les qualités physiques, les qualités athlétiques. Et on aime bien souvent mentionner les mêmes exemples. Il y a l'exemple Jimmy Butler, il y a l'exemple Kawhi, dernièrement il y a l'exemple Jalen Brown. Je pense que tous ces exemples-là viennent masquer beaucoup de joueurs qui n'ont pas réussi en fait non plus à développer ce tir. Très bon point. Pour tous les Jalen Brown, il y a les Stan Johnson, qui avait aussi été drafté très très haut avec cette promesse de s'il développe un tir, c'est un ailier dominant. Et Michael Kidd-Gilchrist et compagnie, on verra dans quelques années pour Okoro ou Pat Williams d'ailleurs, parce que c'était un petit peu des débats autour de ces joueurs-là. Ce que je pense, c'est que déjà, il faut qu'il sache tirer parce que son jeu, en fait, son niveau les Américains disent scalability, donc son niveau d'utilité s'il n'a pas le ballon, en fait. Ouais. Si c'est pas tir en catch and shoot, elle va être compliqué parce qu'il fait pas non plus grand chose d'autre. Alors, je trouvais qu'à la passe, c'était pas mal pour son âge et quelques lectures pas mal, mais pour l'athlète qu'il est, sa finition au cercle, pour le moment, c'est vraiment problématique. Je trouve qu'il absorbe mal les contacts et c'est pas normal avec ce corps-là d'être dans ce niveau-là, d'être à ce niveau-là. Donc je me pose des questions parce que alors je pense c'est ça en fait. Je pense pas qu'il peut atteindre son plus gros potentiel, le plus gros potentiel que tout le monde le pense, et je pense que son utilité en tant que troisième, quatrième, cinquième meilleur joueur d'une équipe, elle n'est pas ouf non plus parce que des shooters spécialistes seront meilleurs que lui dans le fait de juste shooter. Donc ça pose vraiment question d'où on le place sur un board parce que si on ne croit pas à tout ça, il peut sortir d'un top 10. Si on pense qu'il y a trop de matière athlétique et puis que le reste de la draft, certainement, elle n'est pas si folle que ça, je pense qu'il faut le prendre parce que c'est l'un des plus jeunes joueurs de la draft. Il y a quand même un potentiel à gratter, ne serait-ce que sur peut-être la polyvalence défensive et les quelques flashs en attaque. Et il y a aussi le fait que il peut être un initiateur. On n'a pas parlé ou très peu du handle, mais il a un handle correct. Correct. J'étais assez agréablement surpris parce que j'avais été regarder un petit peu de la high school de lui et c'était un peu foufou sur le handle, très très haut, très souvent en difficulté sur la main gauche. Là, franchement, j'ai trouvé que ça allait. Franchement, ça allait. Seul souci, c'est qu'il a vraiment la tendance, et c'est normal chez ces jeunes ailiers très athlétiques, à vraiment avoir une vision tunnel quand il a la balle. C'est-à-dire, il pose la balle au sol, il pénètre, et après, il a du mal en fait à regarder et à ne pas regarder ses mains quand il dribble, ou alors à regarder en haut ou à droite ou à gauche pour faire la passe. Il l'a fait sur quelques actions, mais il a quand même toujours tendance. Alors, est-ce que ça traduit le fait que
il n'a pas confiance en son dribble et qu'il a encore besoin de le regarder quand il dribble, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dribbler tête de face, ou est-ce que bah, il a toujours tellement fini avec facilité proche du panier que c'est des actions qu'il a répétées, répétées, répétées. Est-ce que tu as vu tu nous parles de progrès, est-ce que tu as pu voir des interviews, ou Ben peut-être, est-ce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui a la tête au bon endroit? Non, je n'ai pas vu Moi, malheureusement. ouais, moi j'ai vu un peu, j'ai regardé un peu, j'ai parfait mes connaissances de Jonathan Kuminga en interview ce matin. C'est un jeune homme qui a vécu beaucoup de choses en très peu de temps. Il est venu d'Afrique il y a à peine 4 ans de ça, c'était en 2017. En 2017, on était là, puis on parlait de qui Markel Fultz. Lui, il venait d'arriver du Cameroun pour jouer au basket aux États-Unis, qui est un Du peu. Congo, non? C'est un jeune. Ouais, c'est un jeune qui est un peu. C'est un jeune qui est un peu. C'est ça, qui a vécu beaucoup de choses en peu de temps, puis qui va avoir besoin de temps pour processer les choses, parce que, tu sais, on se mentira pas, pour l'instant, son QI basket est un peu sous la moyenne. Je veux dire, j'aime pas ça trop parler de QI basket quand un jeune homme joue aussi peu Ouais. de matchs que ça, parce que une des façons dont j'aime analyser le QI basket, c'est en regardant un joueur jouer la même équipe 2 fois. C'est que je ne crois pas que Jonathan Kuminga a eu l'occasion de faire. Et, mais je veux dire, il regarde son homme avant de faire des coupes au panier, ce qui est un gros non. Je veux dire, j'ai appris ça en 6e année personnellement. Là. Euh, euh, je veux dire, il y a de la difficulté avec les zones, il y a de la difficulté à Ouais. savoir qui couvre des Oui, il y fois a pas sous une les. rotation. Mais Il ça, c'est veut des choses trop. je trouve qui sont souvent. Alors, évidemment, pour les premières années, ça va poser un problème pour lui donner du temps de jeu, mais c'est souvent Oui, surévalué oui, dans le clairement. processus pré-draft par certaines personnes parce que Oui, c'est des oui, choses qui peuvent s'acquérir facilement, en fait. je suis très d'accord, mais il est en arrière de la moyenne, je trouve, pour des jeunes de cet âge-là. C'est vrai. Je trouve qu'il y a par exemple, prenez par exemple Isaiah Todd, qui a aussi des problèmes, qu'on va parler plus tard, qui a aussi des problèmes défensifs. Côté lecture, côté défensif, il est, euh, il est en avance sur Jonathan Kuminga. Il est moins athlétique, par exemple, ça, ce qui est la différence entre les deux, parce qu'un des problèmes chez Kuminga, c'est qu'il veut beaucoup, et il est très volontaire, et souvent, il ne prend pas la bonne décision. Je veux dire, il y a des close-out qu'il fait des fois dans l'année, c'est des close-out All-Star NBA. Là. Il étouffe Ouais. un shooter à 3 points en quelques secondes. C'est magnifique. C'est juste qu'il essaie de réfléchir trop vite. Moi, je pense ça va se gommer un peu au fur et à mesure qu'il va faire son apprentissage, mais ça va être difficile pour lui, dans son développement, d'avoir du temps de jeu, vu son retard côté QI Ouais, basket comme c'est ça. vrai. Et ça va être un problème pour les premières années, même si, bon, il connaît la G-League. Après, c'est difficile de mettre, je sais pas si c'est déjà vu, de mettre un choix du top 10 en couveuse en G-League. Ouais, c'est clair. Donc il va falloir, puisqu'il va partir dans le top 10, ça serait étonnant qu'il ne parte pas dans le top 10 vu les attributs physiques. On en a déjà parlé, Alan en a déjà parlé, mais ça serait quand même très étonnant qu'il en sorte. Sauf, et là, on sort notre fameux point genou de Kuminga, qui a eu déjà des problèmes. C'est quelque Plusieurs chose fois. qu'on nous a dit. Je sais pas qui nous l'a dit, si c'est Romain ou Nico. C'est Romain qui en avait parlé. Il y a des drapeaux jaunes, orange, peut-être rouge pour certains sur la fragilité de son genou qui a déjà été. PLG, il a raté des matchs à cause de ça avec Ouais, la c'était G-League. le genou. Ouais, ouais. Oui, oui, c'était des soucis Ouais. de genoux. Donc Sans vraiment trop dire ouais. quoi, mais C'était bruised knee, c'est ça. c'est ça. Si on ajoute ça plus ça plus ça, c'est risqué, ça peut payer. Michael Porter Jr. était un choix risqué, même si au niveau où il a été pris, ça l'était moins. C'est vrai. Mais c'est un choix qui avait payé. Voilà. Ce ne sont pas les mêmes. C'est un choix qui paye encore. Oui, c'est un choix qui va continuer de payer probablement. Mais Jonathan Kuminga sera à minima probablement un très bon défenseur NBA, c'est ce qu'on peut dire, monsieur. Oh oui. Il a les attributs après, et en termes de lecture, Oui. pour le moment, c'est Pour le assez moment, c'est complexe. compliqué. Je crois qu'il va être un finisseur plus éventuellement parce qu'il a les outils.
Mais c'est juste pas censé être. Ouais, pour l'instant, bon, on a parlé de ses stats déjà, mais de près, c'est 57% au cercle, ce qui pour quelqu'un de sa taille est quand même vraiment Voilà, pas il très doit bon. faire mieux que ça. Il doit vraiment faire mieux que ça. Parce qu'en plus, il crée de la séparation avec. Franchement, voir un joueur cette taille et ce poids battre des vis-à-vis sur le premier pas comme ça, je trouve ça Ouais, très impressionnant, moi. Mais par contre, après, il l'utilise pas à bon escient pour je suis finir d'accord encore. avec toi. Et il y a des moments où du coup, je me suis demandé, puisque on dit que le shoot peut progresser, mais il y a quand même à un moment donné, si t'as pas trop de toucher, t'en as pas trop. Je me suis posé des Hmm. questions sur son toucher quand même. Hmm. Parce que parfois, c'était un joueur très frustrant. Parfois, il faisait Complètement. des actions Absolument. incroyables et puis il ratait quelque chose qui paraissait assez facile ou alors une lecture ou le plus souvent un tir. Enfin, vraiment, c'était assez étrange. Jonathan Kuminga, on en a dit beaucoup de mal entre guillemets. N'oubliez pas que ça va probablement partir dans le top 10 et que il a un, Il a pas encore voilà, il a 19 pas ans. 19 ans. Moi, j'ai pas fini. Hein. J'y crois pas du tout. Vous pouvez m'enregistrer, me faire signer. J'y crois pas du tout. Mais moi j'y suis pas trop non plus. Ça va descendre dans mon big board, mais pour ceux qui nous écoutent, je veux dire, il est pas nul. Il est pas nul et probablement que de nombreux joueurs qui ont joué en NCAA cette année, n'auraient pas fait mieux que lui au niveau de G-League. Non, il est pas nul, mais il est pas qui il nous vend. Ça fait du Ouais, sens. ouais, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Oui, mais en même temps, il nous vend. Alors 2,06, ça me paraît beaucoup, mais il nous vend Kate Cunningham plus puissant, quoi. Effectivement, ça l'est pas. Effectivement, ça ne l'est pas. Ben, c'est ton moment, puisque nous allons parler Oui. du troisième larron, qui lui pourrait être pris au premier tour. Le Daishen Nix, on en parlera plus rapidement, mais c'est moins certain. Le troisième larron, c'est Isaiah Todd, donc qui lui aura 20 ans cette année, donc il est de 2001, contrairement aux deux autres, un peu plus vieux. 2m8, 95 kg, donc un poste 4-5, et qui est pour le moment un finisseur, Ben. Donc, moi, c'est un de mes chouchous, Isaiah Todd. Je crois qu'il a fait un très mauvais choix d'aller en G-League cette année parce que s'il avait été à Michigan comme s'il était supposé l'être, on en parlerait différemment. On l'aurait beaucoup plus haut dans la plupart des big boards aujourd'hui. Ce qui est bien avec Isaiah Todd, c'est qu'il n'y a peut-être pas le upside d'un Isaiah Jackson ou d'un Greg Brown, mais je sais quoi faire avec. Isaiah Todd, il a une carte d'affaires qu'il peut présenter aux équipes d'NBA. Bonjour, je suis Isaiah Todd, je suis un pick and pop big. Je peux finir au cercle, je peux mettre des 3 points. Je défends quand même pas mal pour mon âge. Je veux dire, c'est le modèle Davis Bertans. Davis Bertans Davis Bertans, ouais, ouais, c'est ben oui. étonnant comme comparaison, mais Ben oui, mais c'est ça. Davis Bertans, il fait des 3 points, puis il va. Tu sais, il n'y a pas le shoot de Davis Bertans. non. Mais il fait des 3 points, il va au panier. That's it. C'est tout ce qu'on lui demande. Puis il fait 72 millions de dollars pour les 4 prochaines années. Ouais. Donc, il y a moyen, je crois, pour Isaiah Todd de s'insérer très facilement dans un alignement qui existe déjà. S'il est capable de tenir la route côté défensif, ce qui, tu sais, c'est pas un athlète incroyable, Isaiah Todd. Des fois, on le voit geler sur le terrain parce qu'il hésite toujours entre deux options. Mais s'il peut juste ne pas rater ses rotations en défensive, je crois qu'il s'insère vraiment très bien dans une deuxième unité. Puis c'est un joueur efficace, un joueur qui va mettre plusieurs points, puis qui va aller chercher des paniers qui comptent parce que il n'y aura pas beaucoup de pression défensive sur lui. Puis c'est un joueur qui est très long aussi. Je crois qu'il a 7 pieds quelques d'envergure. Mais moi, j'aime beaucoup. C'est un jeune homme aussi qui est qui vient d'un milieu très difficile. Sa mère a fait de la prison, son père n'est pas dans le portrait. Puis c'est un joueur qui, malgré tout, est tombé en amour avec le basket. Puis qui est très candide avec ses erreurs. Il a fait une séance de film avec Mike Schmitz, puis il reconnaissait ses erreurs, il reconnaissait la bonne lecture à faire. Donc ça, c'est vraiment un autre plus pour l'NBA. Moi, je vais l'avoir mon prochain big board au premier tour entre 20 et 25. C'est intéressant ce que tu dis. Moi,
j'avais pas évidemment fait toutes ces recherches. Je me suis dit, j'ai rarement vu un tel trou noir. C'est-à-dire qu'il avait la balle, il shootait instantanément parfois, j'avais l'impression. C'est vrai. Mais avec réussite, hein. Donc c'est le genre de joueur avec qui t'aimes pas trop jouer, mais tu peux rien lui dire, quoi. Mais c'est vrai qu'il a l'air d'avoir une bonne personnalité. En tout cas, ça se passait bien hein, au sein de la G League. Il a même eu pas mal de temps de jeu, probablement plus que prévu. Alan, et qu'est-ce que tu as à nous dire sur Isaiah Todd? Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Ben, sauf une chose. Je pense qu'il a bien fait de pas aller à Michigan, moi. Parce qu'en fait, à Michigan, il aurait pas joué. Parce qu'il y avait Isaiah Livers, Franz Wagner et Dickinson. Donc déjà, il est pas titulaire. Donc vaut mieux sortir du banc en G-League, où il peut jouer des pick and pop à fond avec Daishen Nix et Artillé, que jouer 15 minutes dans la Big Ten, où je pense qu'il aurait eu moins de ballons, en fait. Je pense que, alors, peut-être à terme, il aurait peut-être été devenu titulaire à Michigan, et on aurait, mais en fait, il faut pas le voir comme vraiment un remplaçant dans la G-League parce qu'il jouait quand même plus de 20 minutes et ça, c'était assez réparti pour vraiment mettre en avant les quatre en fait. Donc en fait, même s'il sortait du banc, en plus il était titulaire sur la fin des matchs Ouais, de il G-League. finissait Donc les il a matchs. Mais ça, progressé, c'était un deal. J'ai lu un article je de The pense. Oui. Athletic récemment. C'était un deal que les quatre prospects joueraient tous les quatre dans le clutch. Pas forcément en même temps, mais tous les quatre. Voilà. Mais non, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Ben. Si je dois drafter un type d'intérieur en fin de premier tour, moi je veux qu'il tire à 3 points. Donc c'est pour ça que je l'ai devant Sengun, je l'ai Quel devant, honte. je, je l'ai de, je l'ai devant Alex Greg te Brown. maudit silencieusement. Ouais, je sais, je l'ai devant, mais j'admets que Sengun est peut-être le joueur que j'ai le moins regardé ces dernières semaines et qu'il faut que j'aille voir ce mec parce que tout le monde en parle dans la loterie. Fais-toi plaisir, là, il est magnifique. Donc il faut que j'aille voir ça. Mais c'est vrai que Ben dit qu'il le préfère par exemple à, à, à Greg Brown, à Isaiah Jackson. Bah, en termes de tir à 3, juste pour l'aspect tir à 3 points, pick and pop d'un backup pivot, ça peut vraiment s'entendre. 36% à 3 points, Ça peut. 82 au lancer franc cette saison, 3 tentatives par match à Franchement, pour 3 sa points. taille, c'est très Ouais, ouais, ouais. impressionnant. Oui, effectivement, 6-10, c'est quoi? C'est 2-0-8, c'est ça? De 8, de Ouais, il fait un 9. peu moins de 2-10, je dirais. Ouais. Un peu moins de 2-10. Donc il va jouer, je pense, 4, ou alors avec un. Déjà, en fait, il peut tirer, donc il peut jouer avec tout type de poste 5. Ça, c'est déjà super bien aussi. Parce que comme il peut tirer, il peut jouer, il peut être. Il n'est pas dans le seul non-shooter du line-up. Donc ça, comme ça, il peut jouer avec un plus grand, plus costaud qui pourrait peut-être protéger le cercle. Ou alors il pourrait peut-être jouer avec un autre type d'intérieur. En tout cas, il n'est pas le non-shooter de l'équipe. Ce qui est aujourd'hui, malheureusement, peut-être Isaiah Jackson ou Greg d'autres Brown. quand ils arrivent en NBA. Donc ça, c'est vraiment un argument pour lui aussi dans son utilisation. Ce que j'ai aimé aussi, c'est son utilisation de son corps en défense. J'ai trouvé que même si parfois il n'était pas évidemment à son âge, voilà, il n'était pas forcément dans les rotations tout à fait au bon moment. Je l'ai vu défendre à l'extérieur. Ben, corrige-moi si je me trompe, mais je l'ai vu défendre à l'extérieur sur des joueurs plus petits Ouais. et utiliser. En fait, il est large. Il est pas très lourd. Il a 210 livres, donc ça doit faire 100 kilos. Il est pas très lourd, mais il est quand même monté très large, assez large d'épaule. Je pense qu'il a une bonne envergure. Je pense qu'il est assez long. Et du coup, je le trouve intéressant défensivement aussi. Ça va pas être quelqu'un qui va sauter au plafond, mais voilà, je pense que défensivement j'achète. Et j'irai même un peu plus loin. Tu disais, je sais quoi lui faire dès le début. Je pense que c'est un joueur que tu gardes qu'un seul contrat parce qu'après il te coûte trop cher par rapport à ce qu'il apporte. Probablement, oui. Et ça va être une équipe de très haut niveau qui va avoir besoin de ce joueur-là en sortie de banc qui va le payer genre 18 millions de dollars par année dans 4 ans. Ouais, c'est ça. Alors que là, s'il a la chance de tomber dans une équipe qui joue des playoffs costauds, qui a un peu besoin d'un intérieur fuyant comme ça, et qui peut gratter des minutes du coup bien pendant la saison et même un peu, je pense qu'il peut peser assez rapidement sur des matchs importants. Oui, j'ai l'impression aussi. Et ça, c'est vraiment intéressant.
C'est un de mes chouchous cette année. Ouais, Isaiah Todd, je préfère Isaiah Jackson pour ma part. Mais c'est une question d'opinion. Daishen Nix. Alors, je suis désolé, je pensais qu'on avait un scouting report sur le site, on n'en a pas. Je sais pas comment j'avais réparti l'affaire, mais il n'est pas là. Daishen Nix. Est-ce que, Alan, je crois que déjà tu l'as vu, non, pardon, meneur, gaucher, si, gaucher. Ah non, il est Non, droitier, mais il va beaucoup à gauche. Il est droitier. Oui. Il est droitier, il est très costaud pour un meneur. On pouvait même dire qu'il avait un petit baby fat, Épais. voire beaucoup de baby fat pendant la saison, avec des bras pas encore formés, etc. On sent qu'il est encore jeune, on va dire. Assez grand pour un meneur. Oui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, qui shoot que très peu. Daishen Nix, c'est quelqu'un qui est pass first très largement et qui est pass first aussi un peu par défaut parce qu'il a pas un super shoot. Alan, toi tu l'avais vu jouer au lycée, qu'est-ce que déjà tu peux nous dire, donc il fait 6'5", donc effectivement c'est 1,96-17. Moi, je l'avais vu jouer contre Jalen Green. Il s'était joué. Parce qu'en fait, Nix vient de l'Alaska. Ah oui, c'est vrai, le meilleur joueur de l'histoire du Et donc, basketball à l'Alaska. c'est ça. Et donc, il était venu faire son lycée dans le Nevada. Et comme Jalen Green était à Prolific Prep en Californie, je les avais vus jouer l'un contre l'autre. Il avait commit à UCLA, faut le rappeler. C'était une grosse recrue pour UCLA, puis il a décidé d'aller faire la G-League. Est-ce que les gens voient André Miller? André Miller en 2021. Mais sans le QI offensif et tout ça, malheureusement. Ouais. Alors après, ce que j'ai trouvé, au lycée, c'était un joueur dominant parce que voilà, c'était un buff quoi par rapport aux joueurs qu'il affrontait. Il arrivait à aller dans son spot là où il voulait, il arrivait à dominer. Il avait une palette technique pas affreuse non plus pour un joueur de son âge et donc il dominait quoi, il dominait physiquement, pas athlétiquement, physiquement avec de la puissance. Euh, quand quand Jalen Green s'est mis sur lui sur une ou deux actions, il a envoyé Jalen Green à 1 ou 2 mètres hein, sur certains coups de haute épaule, on va dire. Mais moi, j'avoue que j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu parce que bon, alors faut jamais regarder ça, mais on te vend un top 15 lycéen, top 20, recrue 5 étoiles, qui va commit à UCLA. Et en fait, j'ai vu, je pense, rien de plus qu'un joueur qui peut être backup meneur en NBA. Mais vraiment. Il est jeune, je suis d'accord. Et ses minutes avec la seconde unit, donc c'était le leader de la seconde unit avec la G-League Ignite. Il jouait sans Brown, sans Jack. Donc, il jouait pas mal de pick and roll avec Isaiah Todd, il jouait pas mal d'actions. Les poignées qu'il a mis, moi, c'est quand en fait il s'est retrouvé face à un meneur plus petit, puis il l'a bully. Il pouvait aller au cercle. Il a quand même un bon premier pas. Hein. Ouais, il a un bon. Mais en fait, je trouve qu'il pâtit de son physique un peu. Parce qu'on voit son physique et on se dit, mais c'est pas possible, il est pas athlétique, il est lent, il est gras. En fait, pas vraiment. Mais c'est vrai, il était un peu gras enfin, dans la bulle G-League là. Comme je vous l'ai dit avant l'émission, j'ai vu des images de lui, il a perdu du poids à ce qui paraît, ou alors il s'est même pas, il s'est peut-être tout simplement musclé. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus ça. Voilà, il s'est musclé, il est devenu plus tracé, je pense. Il a pris de la masse musculaire. Après, il est lourd, hein. 224 livres, il a plus de 100 kilos pour un 96. Pour un 96, voilà, souvent c'est. Mais donc un bon playmaker, pour les autres. Le problème, c'est que sa mécanique de tir, moi, j'aime pas trop. Donc j'ai un peu de mal un peu mal avec ce joueur. Ou alors je pâtis peut-être d'une déception. J'aurais peut-être voulu en voir plus de lui. Je sais pas encore. Oui, parce que 4 sur 23 sur la saison à 3 points, c'est pas fou. C'est pas fou et 71% au lancer franc. Alors, j'ai pas, malheureusement, c'est pas moi qui ai fait le scouting report, j'ai pas recherché ces stats au lycée qui sont pas faciles à trouver, donc à chaque fois ça prend du temps, je vais pas le faire pendant l'émission. Qui peuvent nous donner un aperçu généralement un peu plus large, par exemple sur d'autres joueurs qu'on peut jouer en NCAA cette année, ça peut généralement aider à projeter le tir et avoir un échantillon plus représentatif de ce que le joueur peut faire. Ben, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Daishen Nix? Je trouve Alan très gentil de l'avoir comparé à Andre Miller. Moi, ce que j'ai vu, je l'ai pas vu au lycée, mais ce que j'ai vu en G-League,
le nom qui me venait en tête, c'était Ramon Sessions. Un bon joueur de pick and roll qui pas le plus rapide, mais qui compense avec sa taille pour être capable de finir au cercle. Moi, j'ai pas trouvé son premier pas si incroyable que ça. Puis je crois Non, qu'en mais pas NBA, incroyable, mais je trouve que, mais je crois tu qu'en vois, ce qui se NBA, ça muscle, paraîtra pas du tout, là. non. Mais il est grand, hein, tu vois. Ouais. Moi, je sais pas, je pense qu'il va être utile, vraiment. Je pense qu'il aura une vraie carrière en NBA parce qu'il est grand, ouais, si il shoot, c'est toujours pareil. Mais, Hey, mais ouais, Michael Carter Williams shoot pas, puis il a une carrière NBA. ouais, mais Michael Carter et Williams, c'est beaucoup plus grand. Enfin, pas beaucoup plus grand, mais un peu plus grand que ça. C'est 6, je crois. Mais Ouais. ouais, non, mais je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai rien vu qui hurlait joueur NBA chez Dyson Nix. Là. Je crois qu'il était dans un contexte qui lui donnait beaucoup de chance, puis beaucoup de visibilité, puis il n'y a rien qui m'est sauté à l'œil. Je suis pas celui qui l'a observé le plus, parce que je suis vraiment du genre à isoler quand je regarde un match de basket Ouais. pour du scouting, mais il n'y a pas rien qui m'a sauté aux yeux. La chose à dire quand même, c'est que il a shooté les 2 tiers de ses 3 points, 1 tiers de ses 3 points, pardon, en sortie de dribble, donc ça n'a pas aidé non plus, j'imagine. Mais sinon, moi j'aime bien. En fait, j'aime bien le morphotype. Voilà. Mhm. Moi, j'aime bien les meneurs de cette taille-là à peu près, 95-16, un peu costaud. J'aime souvent on se rend compte que les joueurs qui paraissaient un peu gras, ben ils ont des petits trucs cachés justement sous la couche de graisse. Salut Antoine, et sa regrettée chronique des 3 secondes dans la raclette, mais c'est un peu ça des Mix. Voilà. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel quelque part, mais j'ai du mal à trouver des arguments pour l'expliquer. Mais là, sur la vidéo que j'ai vue, je ne le reconnais pas, hein, son corps. Ah ouais, Ouais, tu trouves? franchement, il est très fit, hein. Il a dessiné les muscles. Il s'est tracé. Ouais. Ah bah ça va Donc vite à c'est cet âge-là aussi. exactement. Donc ça reste quand même positif. Oui, bah ça veut dire C'est qu'il mieux que travaille. quelqu'un qui a pas bossé, quoi. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il travaille et je sais pas, le fait de venir de l'Alaska, ça le rend un peu sympathique quand même. C'est peut-être pour ça qu'il est fort, c'est parce qu'il a joué au basket contre des ours polaires. En tout cas, je sais plus d'où il est en Alaska, mais De Fairbanks, je crois, ah le oui. nom de la ville. Il y Ouais, a Fairbanks puis il y a Juneau, il y a 2 villes. ouais. il y a- il est presque sous les mêmes latitudes que toi, Ben. Non, c'est plus haut quand même. Il y a quand même 10 parallèles plus haut. Là. Il fait quand même beaucoup Ouais. plus froid en Alaska. Ouais, j'imagine. Mais voilà, Daishon Nix, c'était le 4e larron. Pour finir, messieurs, est-ce que vous avez un avis sur cette première année de G-League? Il y a eu le recrutement là pour la 2e année, donc on a deux joueurs top 10, 2 recrues top 10 qui sortent du lycée qui vont en G-League, qui sont Hardy et Michael Foster. Et Michael Foster, merci. Et Scooter Anderson qui va faire 2 ans. Voilà, Scooter Anderson qui va faire 2 ans, donc il va gagner son million, c'est ça? Oui. Et je viens de vérifier aussi un Chinois, parce qu'il faut être précis. Oui. Il y a un Chinois qui Et s'est cette année, il y engagé avait en un G-League. Indien, mais il n'a pas joué. Ça, il y avait un Indien, un Philippin, Kai Soto, Ouais. qui a pas trop joué, qui va jouer en NBL. Mm. Et là, il y a un Chinois qui a décommit de Gonzaga pour aller en G-League. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais, effectivement. Voilà, pour être totalement précis. Ouais, alors pour eux, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Pour Green et Kuminga, on est sûr que c'était positif, messieurs. Il existe des discours qui disent, ben, vous voyez, vu Cunningham et Mobley, en fait, ça se trouve, ils auraient eu la même cote, peut-être mieux en jouant en NCAA. Ben, c'est sûr que c'est une drôle d'expérience parce que c'était une première année, là, puis il y a eu la pandémie, blablabla, et ça avait l'air parfois un peu d'une solution du genre, ah tiens, voici notre place où est-ce qu'on met les prospects sur l'étagère de la NBA. Mm. Mais d'année en année, je crois que le programme va s'améliorer. On va voir si les joueurs ont du succès en NBA. On va voir plusieurs joueurs considérer cette option-là plus rapidement puis plus souvent. Donc, moi, c'est quand même une réussite, je dirais.
Est-ce que le juge de paix c'est la draft ou c'est la carrière NBA pour la G-League Ignite? Je crois pour l'instant, c'est une bonne question. Je crois pour l'instant que c'est la draft parce que c'est un peu tout ce qui intéresse les jeunes joueurs, là, d'être drafté le plus haut possible, avoir le plus d'argent, avoir de l'argent garanti. On va voir, mais pour l'instant, moi, je dirais que c'est la draft. Alan, est-ce que finalement, parce que Green et Kuminga, ça va peut-être pas changer grand-chose, est-ce que finalement les cas de Knicks et Todd vont pas être décisifs dans le choix de plusieurs prospects dans les années à venir, en se disant, bah si je suis que le 3e meilleur prospect de G-League, je vais peut-être pas y aller, alors que si les deux sont choisis au premier tour, au contraire, ils se diront, bah finalement, c'est quand même l'assurance d'être pris au premier tour. Bah, franchement, s'ils font 4 sur 4, oui, là, ça va vraiment mettre ça en avant. Je pense que tu l'as dit pour Kuminga, pour Green, pour les méga stars lycéennes, Faut quand même être prêt à pouvoir jouer en G-League. Hein. oui, complètement. Kuminga, on l'a critiqué, mais physiquement, il était prêt à jouer contre des adultes, contrairement à des Brandon Boston, Zaire Williams qu'on a vu en NCAA. C'est vrai. Tout frais. C'est vrai. On aura sûrement l'expérience de voir Emoni Bates, qui lui a peut-être pas le corps pour, mais il va y aller. Je pense en G-League. Donc ça pourrait être intéressant aussi. Pour les top prospects, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Pour Knicks, Todd, pour moi Todd, je pense que pour lui c'était un bon choix. J'ai lu pas mal de scouts qui étaient un peu sceptiques, qui disaient qu'il progressait pas trop au lycée et que s'il allait à Michigan avec Juwan Howard, pas sûr qu'il ait vraiment trop de temps de jeu. Donc pour lui c'est pas mal. Pour Day chez Knicks, est-ce qu'il aurait été le meneur titulaire de UCLA devant Tiger Campbell? Oui, c'est sûr. Je suis pas sûr, Ben, qu'il aurait été devant Tiger Campbell. Tyler Campbell fait 1m70, là. Ouais, je sais, mais Mick Cronin aime beaucoup Tiger Campbell. Hein. Donc, ou alors il aurait joué 25 minutes. Ils auraient pu jouer tous les deux, ceci dit. Avec en plus Raquez, Juzeng et Bernard. Bien sûr. Ouais, c'est possible. Raquez en 5. Alex, c'est le genre d'homme qui veut juste voir le monde brûler. Là. Mais je pense que celui qui a pris le plus de risques et qui pourrait peut-être le plus en pâtir, c'est Knicks. Mais en même temps, est-ce que c'est pas le moins bon des 4? Potentiellement. Oui. Peut-être. Ou les avis divergent. Donc, je pense que moi, je suis assez. Je pense que dans ce discours, il y a eu beaucoup de tout blanc, tout noir. Ceux qui détestaient, ceux qui étaient un peu férus de NCA étaient en mode non, on n'aime pas, qu'ils aillent prendre leur argent et tout. Et puis ceux qui détestaient la NCA étaient en mode c'est génial, ça va tout changer. Je pense qu'il faut mettre un peu ça change finalement assez peu de choses. Ça change assez peu de choses, mais c'est une opportunité différente pour des joueurs de se montrer. Ça a quand même eu un certain succès. Enfin, Jaden Hardy, c'est une énorme recrue. Scooter Anderson aussi. Michael Foster, je connais moins, mais il est dans beaucoup de classements. Et puis, si ça se passe bien et qu'ils arrivent à faire Emoni Bates ou Jalen Duren et d'autres superstars comme ça de 15-16 ans, le programme se sera un peu plus pérennisé, je pense. En tout cas, Green, Kuminga, je pense, ont participé à une certaine forme de pérennisation de la chose. Ils ne se sont pas viandés, alors que c'était une bulle G-League en plein milieu d'une saison. Il y avait vraiment de quoi avoir peur, je trouve. Et en fait, non, ils ont même... Beaucoup disaient, est-ce qu'ils vont gagner un match avant que ça se fasse. Ils ont commencé par 6 victoires en 9 matchs, je crois, avant de s'effondrer un peu. Donc ça a été... Moi, je suis assez satisfait. Et puis ça permet de parler un peu de tout ça, la formation. Il y a la League Overtime qui se met en place. C'est pas Dior Johnson qui considérait la G-League aussi, ou il est parti avec la League Overtime? Non, Dior Johnson, il a décommit de Syracuse et il considère beaucoup d'aller avec la G-League en même temps que Scooter Anderson et Emoni Bates. Ok. Je l'aime bien. Un excellent all-name team. Incroyable prénom, évidemment. On salue tous les Coffee Cup Burns qui nous écoutent. Pour le point sur les comparaisons NCAA, G-League, NBL, Europe, il y a un très bon article qui existe de The Athletic pour ceux qui sont abonnés, où notamment une interview de Jared Jack qui dit moi j'avais beaucoup d'a priori, mais je trouve que les conditions dans lesquelles ils sont mis sont exceptionnelles, y compris au niveau de l'éducation, que les cours sont adaptés aux athlètes, etc. Il dit les conditions sont exceptionnelles, mais
il dit en même temps, moi j'échangerais mes années college pour rien au monde. Exactement. Donc c'est vraiment très intéressant. Ouais, leur centre d'entraînement à Walnut Creek, là, Ouais. c'est incroyable. Ils l'ont dit, mais en Jared Californie, Jack et c'est ses énorme. hanches artificielles. Jared Jack qui va peut-être encore encadrer les jeunes de la G-League Ignite puisqu'on ne l'a pas dit. Knicks Legend, Jared Jack. Ouais, c'est vrai. Et Warriors Legend aussi. Ben oui, Ouais. clairement. L'année prochaine, puisque on rappelle qu'ils sont encadrés par des vétérans, un peu comme en NBL, mais des vétérans peut-être un peu plus forts que dans la ligue océanienne. Ça c'était mon petit tacle gratuit pour mettre encore tapé de longues sessions de visionnage NBL. Merci Alan, merci Ben. Merci à toi. Merci à toi, c'était le fun. Un mois et demi avant la draft. Évidemment, on se retrouve très bientôt. On vous redirige vers notre site, mais on est peut-être lourd, mais là, il y a du contenu exceptionnel. Il y a 50 scouting reports de, je sais pas, au moins une vingtaine de lignes, 25 lignes chacun, voire plus. C'est très complet, les points forts, les points faibles, les stats, les mensurations, les photos, les noms, les deuxièmes noms. Ouais, il y a tout. Il y a tous nos podcasts qui sont là. Toutes les stats pour ceux qui sont Il y a nos vidéos. Notre dernière vidéo interview d'un prospect qui pourrait être drafté, ce sera peut-être notre premier. Il y a des photos de Romain en sous-vêtements. Il y a tout, il y a absolument tout. Brands Blayenberg pour nos vidéos. Allez vous abonner également à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup à tous et on vous dit à très bientôt. On vous fait des bisous. Ciao ciao.